Salut, c'est la lecture du jour. J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Et je vous lis aujourd'hui un extrait de Jean-Christophe Ruffin, Le suspendu de Conakry. Vous avez aussi l'ambiance sonore autour de chez moi. Donc là, j'ai le manguier avec les oiseaux dedans, et puis il y a peut-être un chantier un petit peu plus bas. Puisque je lis dans la vraie vie, nous avons les bruits de la vraie vie. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. Aurel était extrêmement habile au maniement des ordinateurs. Pour être tranquille au bureau, il jouait à celui qui n'y connaissait rien. En réalité, si une motivation personnelle existait, il était capable de se transformer en un geek accompli. Le clavier informatique l'excitait autant que celui du piano, et lorsqu'il posait les mains dessus, une joie exubérante s'emparait de lui. Dès que Hassan eut installé l'appareil, Aurel pianota et obtint en un temps record une foule de renseignements concernant la vie. Le regretté Mayer n'avait certainement pas été aussi à l'aise en informatique. Il ne possédait pas de page Facebook et n'avait guère laissé de traces directes sur la toile. Cependant, il avait eu une carrière publique. Les réseaux gardaient en mémoire quelques-unes de ses activités. Le Dauphiné avait publié plusieurs articles à son sujet quand il avait été décoré de l'Ordre du Mérite, par exemple, ou au moment de la vente de son entreprise aux Chinois. Il vivait à Sénaux, près d'Annecy, où il était une figure locale. Aurel ne s'attarda pas à lire tous ces documents. Il les archiva dans un dossier qu'il intitula « Marina ». À ce stade, la seule chose qu'il cherchait était une image. Il n'en trouva pas de satisfaisante. On voyait toujours Mayer en groupe et en pied, de loin. Il continua ses recherches. Elles lui apportèrent d'autres renseignements précieux. Les coordonnées et le nom de son épouse, par exemple, la mention d'un frère décédé et d'une sœur médecin, mariée à un avocat de Lyon, mais qui avait gardé son nom de jeune fille. Il trouva facilement le numéro professionnel du mari et celui d'un cabinet médical où figurait une Jocelyne Mayer parmi les associés. Aurel regarda sa montre. Il n'avait pas vu le temps passer, mais l'après-midi était déjà très avancé. À cause de l'heure de décalage qui existait avec la France en cette saison, il était trop tard pour trouver quelqu'un dans des bureaux. Il continua les recherches sur Internet. La nuit tombait rapidement sur Conakry. Hassan rôdait dans le couloir et Aurel comprit qu'il attendait son autorisation pour rentrer chez lui. Il habitait très loin et avec les embouteillages du soir, il n'atteindrait pas sa maison avant 2 bonnes heures. Aurel lui dit qu'il pouvait partir. « Je fermerai mon bureau. » Le mot bureau s'était imposé pour la première fois à son esprit à la place du terme placard. C'était un signe. Les gendarmes, un peu plus tard, vinrent constater avec étonnement ce phénomène. Aurel faisait des heures supplémentaires. Il ne les gratifia que d'un grognement distrait et continua de mâchonner son fume-cigarette. Car depuis quelques minutes, il tenait une piste. Enfin, vers 21 heures, il obtint ce qu'il n'espérait plus. Une photo de Mayer en gros plan. Elle datait de plus de 15 ans. Elle figurait dans un trombinoscope de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, où il avait brièvement exercé des responsabilités. Aurel l'agrandit, la recadra et la retoucha un peu pour atténuer le flou. Finalement, il en fit un tirage sur l'imprimante collective après l'avoir rallumée. Mayer avait un visage carré, des traits aigus, un nez long et légèrement de travers, des sourcils épais. On aurait dit un portrait robot, ou plutôt le portrait d'un robot, sans expression, dur, impénétrable, ni gai ni triste, sans humeur ni sentiment. C'était le visage d'un homme tendu vers l'action et pourtant enfermé en lui-même. Aurel ne prit pas le temps de le détailler. Il se contenta de fourrer le cliché dans une chemise en carton. Fébrilement, il enfila son veston et son manteau, ferma le bureau, quitta le bâtiment et trottina jusque chez lui en serrant le précieux document contre lui. Il habitait une petite villa située à 200 mètres de l'ambassade. Elle était noyée dans un jardin que ni Aurel ni ses prédécesseurs n'avaient entretenu. Une pelouse avait dû exister. Elle était envahie par les branches tombées des arbres et les buissons avaient débordé de leur parterre pour l'envahir. Des grappes de bougainvilliers mauves obstruaient les fenêtres du rez-de-chaussée et faisaient régner à l'intérieur une obscurité permanente. C'était cette ambiance de sépulcre qu'Aurel aimait. Baudry avait interprété ce mode de vie comme un témoignage supplémentaire de la radinerie de son subordonné. Il est vrai qu'Aurel économisait ainsi les frais d'un jardinier,
Mais c'était une conséquence et non la cause de sa décision. La vérité était que dans la pénombre de ces pièces aux fenêtres envahies de végétation, il oubliait tout à fait qu'il vivait en Afrique. Sitôt entré chez lui, il se retrouvait, grâce à ses meubles et à ses livres, dans une ambiance d'Europe centrale. Une Europe centrale qui aurait subi l'influence de Paris, mais du Paris qu'il rêvait de connaître quand, adolescent, il subissait la laideur communiste. Le cœur de ce foyer Mitteleuropa était le piano qui le suivait dans tous ses déménagements. L'avantage du Quai d'Orsay, il fallait le reconnaître, c'était qu'il tolérait et même finançait ce genre de caprice. Où qu'il aille, il avait déjà connu plusieurs destinations lointaines, son instrument, dûment emmitouflé dans des draps de feutre, suivait dans un conteneur. C'était un piano droit, sans charme particulier, qui rendait un son métallique et avait fini par se désaccorder gravement. De touches en os étaient ébréchées. À vrai dire, c'était un piano de café-concert plus que de concert. C'est ce qu'Aurèle aimait. 2 appliques en cuivre au-dessus du clavier lui permettaient de placer des bougies et de jouer à leur seule lueur. Sitôt arrivé ce soir-là, Aurèle ôta son pardessus, son costume, dénoua sa cravate et ouvrit sa chemise. La bannière flottant sur ses fesses osseuses, il s'installa au piano. Il tira la photo de Maillère de son dossier et la plaça sur le support à partition. Il se fit ensuite craquer les doigts, ouvrit le lourd clavier, ôta la feutrine. Alors, plongeant son regard dans celui du défunt qu'il contemplait en somme pour la première fois, il entama les premières mesures de la complainte de Maquis et d'autres airs de Kurt Weill. Il joua, jusque tard dans la nuit, les dents plantées dans son tuyau d'ambre, sans quitter le mort des yeux. Voilà, c'était la lecture du jour. Passez une bonne journée.